Alors, une fois qu'on a fait le tour des mesures qui n'ont pas été adoptées, mais dont on attend une issue, c'est un peu comme vous savez, quand on est en train de regarder une série et qu'on va voir la suite, eh ben là c'est pareil pour le PLF. Eh bien, il y a quand même des mesures qui, elles, ont été adoptées, et il y en a deux. Il y en a deux. La première, c'est la hausse de la CSG sur les revenus du capital par la loi de financement de sécurité sociale qui a été adoptée, comme le disait Patrick, en décembre, et la franchise en base de TVA. Alors la franchise en base de TVA, c'est parce que c'est une loi qui est intervenue en novembre 2025 et qui est venue un peu sécuriser les opérations en matière de TVA et en matière de franchise en base de TVA pour l'année 2025. Et on va vous en dire plus dans quelques minutes. Mais alors, qu'est-ce qui se passe sur cette hausse de la CSG, cet article 12 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2022? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important, parce que vous allez voir qu'en fiscalité, il faut faire une distinction. Alors nous, on applique, mais pour appliquer, il faut encore avoir une distinction en tête. C'est qu'en matière de prélèvements sociaux, et non pas de cotisations sociales, parce que ces prélèvements sociaux et cotisations sociales sont deux choses différentes. En matière de prélèvements sociaux, donc en matière de CSG, CRDS et de prélèvement de solidarité, il convient de faire une distinction entre les revenus dits d'activité et les revenus du capital. En matière de revenus d'activité, comme vous pouvez le voir sur le slide, eh bien, vous avez un taux de CSG qui évolue en fonction de la nature des revenus et de la nature à laquelle le revenu a été attribué. Bon, alors la CRDS, le taux ne change pas. En revanche, sur les revenus d'activité, vous n'avez pas de prélèvement de solidarité. En matière de revenus du capital, en revanche, vous avez un taux de CSG de 9,2%, en fait, et lorsqu'on a opté pour le barème progressif de l'impôt, on peut, sur ces 9,2 de CSG, avoir un montant de CSG déductible de 6,8. Vous y ajoutez la CRDS de 0,5 et on y ajoute le prélèvement de solidarité de 7,5, ce qui nous conduisait aujourd'hui à avoir un taux de taxation de 17,2, qui, quand on avait des revenus soumis à la flat tax, nous permettait de dire qu'on avait un taux d'imposition global de 30%. Donc une fois qu'on a fait cette distinction entre revenus d'activité et revenus du capital, il faut savoir qu'en matière de revenus du capital, on fait une distinction entre ce qu'on appelle les revenus du patrimoine et les revenus de placement. Les revenus du patrimoine et les revenus de placement ne sont pas visés par les mêmes dispositions du Code de la sécurité sociale. Et donc, en matière de revenus du patrimoine, vous allez retrouver les revenus fonciers, les plus-values sur titre. Alors, les plus-values sur titre, j'ai des titres d'une société à l'IS, je les vends. J'applique éventuellement des abattements pour durée de détention en tenant compte des conditions d'application du texte. Mais attention, les abattements ne s'appliquent que pour le calcul de l'impôt sur le revenu, mais à aucun moment pour le calcul des prélèvements sociaux. Donc, quand on pratique des prélèvements sociaux sur les plus-values sur titre, c'est avant l'application des abattements. Vous y retrouvez également vos plus-values professionnelles à long terme, et notamment lorsque vous avez, par exemple, un exploitant individuel qui part à la retraite et qui va être exonéré d'impôt sur le revenu sur sa plus-value. Eh bien, la plus-value est peut-être exonérée d'impôt sur le revenu, mais elle n'est pas exonérée de CSG, CRDS, et donc ça rentre au titre des revenus du patrimoine. Et vous avez également les revenus considérés comme non professionnels, au titre desquels vous avez notamment les BIC non professionnels, et les plus connus parmi vos clients, vous avez les loueurs en meublé non professionnels, mais on vous en dira deux mots tout à l'heure, parce que là encore, il y a des distinctions à faire. Et enfin, on a au titre des revenus distribués, les revenus réputés distribués. Alors, ce n'est pas des dividendes, c'est ceux qui sont, par exemple, une distribution irrégulière, une distribution occulte, un avantage occulte. Ce sont des revenus qui vont être taxés aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine. Et donc, une fois qu'on sait ce qu'est un revenu du patrimoine, reste à déterminer ce qu'est un revenu de placement. Et là, vous avez les plus-values immobilières et les plus-values sur biens meubles. Les intérêts, alors les intérêts qu'ils proviennent de produits tels que les CEL, les PEL, les PEP, l'assurance vie, les comptes courants, les créances, tout ce qui est intérêt, donc c'est des revenus de placement. Et enfin, nos dividendes, nos
nos différents dividendes qu'on fait en distribution et qui suscitent des interrogations chez vous, dont on va parler dans quelques minutes. Parallèlement en ça, il faut savoir qui paye ces prélèvements sociaux et en l'occurrence, et vous allez vous apercevoir qu'en principe, toutes les personnes physiques fiscalement domiciliées en France payent ces prélèvements sociaux, mais nous allons avoir également les non-résidents qui peuvent être redevables de la CSG-CRDS au titre et du prélèvement de solidarité, au titre notamment lorsqu'on est en revenu du patrimoine, au titre des revenus fonciers, et quand on est en revenu de placement, au titre des plus-values immobilières. Alors, est-ce que je peux échapper à cette CSG, CRDS? Oui, le code de sécurité sociale vous le dit. Pour cela, il faut que, pour éviter de payer la CSG, CRDS, mais par contre on reste toujours redevable du prélèvement de solidarité, eh bien, soit on arrive à démontrer qu'on relève d'un régime de sécurité sociale au sein de l'espace économique européen et qu'on n'est pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. Et donc ça fait écho, en fait, ces dispositions, ces deux conditions, aux jurisprudences de Ruyter qu'on a connues à une époque, il y a quelques années. Une fois tout ceci dit, vous vous dites, mais pourquoi elle nous dit tout ça? Eh bien, tout simplement parce que pour savoir quand est-ce que la hausse qui résulte de la LFSS, les 1,4 de hausse de la CSG, qui fait porter donc le taux de CSG de 9,2 à 10,6, sauf pour certains revenus qui, eux, vont être maintenus à 9,2, eh bien, il faut faire une distinction entre revenus du patrimoine et revenus de placement. Et donc, une fois qu'on a réussi à catégoriser la nature du revenu, on sait à partir de quand on va supporter la hausse. Et donc, pour les revenus du patrimoine, mais pas tous, on va le voir, eh bien, c'est dès l'imposition des revenus 2025 et et pour les produits de placement à compter du 1er janvier 2026. Alors, il y a effectivement les plus-values, par exemple, dont vous avez un report. Quand vous avez une plus-value en report, il faut figer le taux. Donc, ce sera le taux au moment où la plus-value en report est constatée. Alors, une fois qu'on vous a dit ça, quels sont les revenus qui vont être concernés par cette hausse de 1,4% au niveau de la CSG? Eh bien, vous allez vous apercevoir, on a rayé ce qui n'est pas concerné, et donc vont supporter au titre des revenus du patrimoine, et donc dès l'imposition des revenus de 2025, eh bien, les plus-values sur titre, les plus-values professionnelles à long terme, les BIC, BNCBA non professionnels et les revenus réputés distribués. Alors, je vois des flashs depuis tout à l'heure. Patrick, quel effet? Depuis le temps que tu voulais être prise en photo, ça y est, c'est fait. Eh bien, sachez que les slides ont déjà été envoyés. Ils vous seront adressés si vous avez bien donné votre bonne adresse mail, que tout va bien. Donc, vous recevrez les slides, aucun souci. Donc, à compter de 2025, donc, ça veut dire que, par exemple, si vous déclarez une plus-value, là, en mai-juin, quand vous allez faire les déclarations de revenus, vous déclarez des plus-values, eh bien, les plus-values, elles vont avoir à supporter cette hausse. Quand vous arrivez à l'avis d'imposition, vous aurez la hausse, vous allez constater la hausse. Et par contre, sur les revenus fonciers, comme vous le voyez, vous allez déclarer des revenus fonciers en 2025 et au titre des revenus de 2025, mais le taux de la CSG restera à 9,2. En revanche, sur les produits de placement, comme vous pouvez le voir, ceux qui vont supporter la hausse, ce sont tous les intérêts, notamment, alors pas tous, puisque tout ce qui est intérêt au titre des CEL, PEL, PEP, assurance vie et plus-value immobilière ne supporteront qu'une hausse au titre des à 9,2. Patrick est impatient de nous dire cette distinction entre revenus du patrimoine et de placement. Tout à fait. J'en étais sûre. C'est exactement ça. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on distingue les revenus du patrimoine des revenus de placement? C'est parce qu'en fait, on ne paye pas l'impôt au même moment. Quand on est en revenu du patrimoine, on paye l'impôt, si on prend l'exemple des revenus fonciers, l'année qui suit. Sur les revenus 2025 fonciers, on n'a pas encore payé de prélèvements sociaux, on va les payer en 2026. Donc, il y a en quelque sorte une rétroactivité possible, et on le voit, c'est pour ça que la hausse de la CSG, elle est rétroactive à 2025 sur les revenus du patrimoine, parce qu'on ne les a pas encore déclarés, on ne les a pas encore payés, ces prélèvements sociaux sur ces revenus. Alors que sur les produits de placement,
c'est en quelque sorte une retenue à la source immédiate ou dans les semaines qui suivent le versement du revenu. Plus-value immobilière, c'est au moment de la vente, c'est le notaire qui précompte. Dividende, même chose. On a un formulaire et dans les 15 jours du mois qui suit, eh bien, on verse les prélèvements sociaux qui ont été précomptés. Et ça y est. Et ça y est, parce qu'en fait, tout à l'heure, on regardait et effectivement, le nouveau 2777 qui tient compte de ces nouvelles dispositions est sorti. Il est actif et donc en fait, il concernera en fait les distributions pour février, enfin les déclarations que vous faites en février au titre du mois de janvier, parce que celles que vous avez faites en décembre et que vous déclarez en janvier, au titre du 15, au plus tard le 15 janvier, eh bien sont concernés par les anciennes les anciens taux. Les anciens taux. Donc c'est pour ça qu'on a deux entrées en vigueur différentes, c'est parce qu'on a deux fonctionnements différents du prélèvement de l'impôt, du paiement de l'impôt, notamment de la CSG. Si on essaye de faire un petit tableau de synthèse. Ah, encore des photos pour toi. Alors, si on essaye de faire une petite synthèse, quand est-ce qu'en fonction de la nature du revenu, ce que vous avez le plus souvent dans vos déclarations, quand est-ce que ça applique? Eh bien, vous pouvez constater que sur les revenus fonciers, l'assurance vie, les revenus des PEL, CEL, PEP, revenus réputés distribués, eh bien, on reste à 17,2 parce que eux ne sont pas concernés par la hausse, que ce soit en 2025 ou en 2026. Ils sont exclus. En revanche, pour les revenus tels que les BIC non professionnels, au titre desquels on retrouve nos loueurs en meublé non professionnels, les plus-values professionnelles et les plus-values sur titre, eh bien, on a l'augmentation dès les revenus 2025 et pour les années qui suivent. Et pour tout ce qui est revenus de placement tels que les dividendes, intérêts et plus-values immobilières, eh bien, en revenu 2025, on a 17,2 et en 2025 et 18,6 en 2026. Et je vois Patrick griffonner. Il y a une petite inversion dans le tableau, mais on va la corriger. Bon, alors, Sophie, que je ne vois pas dans la salle, ne envoie pas tout de suite les slides. Merci pour cette synthèse. Alors, ça soulève quand même un certain nombre de questions, hein, cette hausse de la CSG. Et la première question, c'est quid de la CSG déductible? Est-ce que c'est un cadre de CSG supplémentaire constitue de la CSG déductible ou pas? Alors, ce n'est pas dans la loi de financement de la sécurité sociale qu'on peut trouver la réponse, puisque la déductibilité pour le calcul de l'impôt, et notamment de l'impôt sur le revenu, on va la trouver dans une loi de finances. Vous avez compris que jusqu'à présent, on n'avait pas de loi de finances pour 2026. En tout cas, dans les projets actuels de loi de finances pour 2026, il n'y a aucun article qui prévoit que c'est un cadre supplémentaire vont constituer la CSG déductible. Donc, a priori, à l'heure où on se parle, sous réserve du texte de loi de finances définitive, mais les 1 cadre de CSG supplémentaires sont de la CSG non déductible. Donc ça veut dire qu'on va payer de l'impôt sur de la CSG qu'on aura payé. Hein. Si je prends un exemple simple, j'ai 100 de revenus, je dois payer 18,6 de prélèvements sociaux. Je ne vais pas payer de l'impôt sur 100 moins 18,6. Je vais payer de l'impôt sur 100 moins 6,8. Hein. Donc je vais payer de l'impôt sur le revenu, sur de la CSG, des prélèvements sociaux que j'aurai acquittés, donc sur de l'argent que je n'ai pas perçu. Donc à ce stade, pas de hausse de la CSG déductible, donc on conserve les dispositions actuelles, 6,8 de CSG déductible, à condition que le revenu soit soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Hein. Si je prends le cas du dividende, vous savez que si je suis en flat tax, en PFU à 30%, je n'ai pas de CSG déductible puisque je suis à un taux fixe de 12,8. Pour avoir de la CSG déductible sur les dividendes, il faut opter pour les soumettre au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Autre question soulevée, qu'est-ce qu'il en est pour les dividendes mis en paiement en décembre? On vient de le dire, hein, en fait, tous les dividendes qui ont été mis en paiement en décembre, eh bien, en fonction de la nature du revenu, ne supporteront pas la hausse ou peuvent. Alors, les dividendes, oui, puisque c'est du placement. Donc, pour ceux qui ont été mis en paiement en 2025, il n'y aura pas la hausse. Ils resteront à 17,2 dans un cadre d'un taux global. Par contre, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le fait générateur en matière d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, c'est la mise en paiement. Donc, dès lors que la mise en paiement est intervenue en décembre, peu importe que la déclaration est intervenue ensuite en janvier, ce qui compte, c'est la mise en paiement. Donc, toute mise en compte courant, par exemple, intervenant... La question, si j'ai mis mes dividendes en compte courant, que je ne les ai pas versés, eh ben, ils sont en compte courant au 31-12. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils sont en compte courant et donc, de ce fait, ils ne supportent pas la
Parce que l'inscription en compte courant, vos paiements au plan fiscal. En revanche, qu'est-ce qui ne supporte pas la hausse? Eh bien, vous savez que vous avez des cas, notamment lorsque vous avez des travailleurs indépendants, des associés de société qui sont travailleurs indépendants, qui relèvent du régime des travailleurs indépendants, notamment nos gérants majoritaires de SARL, qui vont supporter la CSG-CRDS sur des dividendes qui excèdent 10% du capital, des apports en compte courant et primes d'émission incluses. Quand on est au-delà des 10%, pour faire schématique, on est en CSG-CRDS au titre des revenus d'activité. Or, comme vous l'avez vu dans le premier tableau, les revenus d'activité ne supportent pas la hausse. Ce sont les revenus dits du capital qui la supportent. Donc, tout ce qui excède 10% du capital ne va pas supporter cette hausse de CSG. En revanche, sur les 10% qui sont inférieurs à 10% du capital, donc eux auront une CSG qui va augmenter dès 2026. Et donc, ce qui fait que quand on est inférieur à 10%, si on est à la flat tax, en 2025, on était à 17,2. En 2026, on est à 18,6. C'est un ancien taux de TVA, si ça peut être un moyen mémotechnique pour retenir. Pour ceux qui ont connu. Je suis jeune, je suis née il n'y a pas longtemps. Et donc, par contre, au-dessus, que ce soit en 2025, au-dessus du 10%, que ce soit en 2025 ou en 2026, comme c'est des revenus du capital, d'activité, je ne supporte pas la hausse. Enfin, autre question. Et pas la moindre. Alors, question courante. Ouais, question. C'est que même si on n'aime pas beaucoup le social, alors Patrick plus que moi, eh bien, quand on a des loueurs en meublé, notamment les loueurs en meublé non professionnels, vous savez qu'au niveau social, eh bien, au niveau notamment CSG, CRDS, soit vous êtes à la CSG, CRDS au titre des revenus du patrimoine, soit vous l'êtes au titre des cotisations, au titre des travailleurs indépendants. Et donc, ça va. Comme en plus, un loueur en meublé non professionnel fiscalement peut être soumis à cotisation sociale, ça va entraîner des différences de traitement qu'on va essayer de vous rendre. On va essayer d'expliquer de manière simple. Le fiscal est plus simple que le social en la matière des locations meublées. Toujours. Nous, en fiscal, on n'a que deux régimes, loueur en meublé professionnel ou loueur en meublé non professionnel. En social, c'est différent. Si on est loueur en meublé professionnel, là, il n'y a pas de difficulté, on est professionnel, donc on relève des cotisations sociales et non pas des prélèvements sociaux. Là où ça se complique, comme le disait Olga, c'est loueur en meublé non professionnel au plan fiscal. Ça ne veut pas dire qu'on est aux prélèvements sociaux en social. Ça dépend. Ça dépend, nous disent les textes en social et des échanges qu'on a eus encore récemment avec l'URSSAF sur le sujet. Ça dépend en fait du montant des recettes et notamment du montant des recettes des locations de courte durée. Oui. Alors si je fais que de la longue durée, loueur en meublé non professionnel, location de longue durée, là il n'y a pas de difficulté, je suis en prélèvements sociaux. Mais attention, si je fais que de la location de courte durée avec des recettes qui excèdent 23 000, ou si je fais et de la longue et de la courte, mais que la courte excède 23 000 € de recettes, eh bien là, je suis en cotisation sociale et non plus en prélèvements sociaux. Oui. Alors après, avec la petite subtilité aussi que nous ont expliqué nos collègues du droit social chez Infodoc Expert, c'est que, alors peut-être pas que ce ne soit pas conforme au texte, on l'entend, mais il semble que ce qui remonte du terrain, c'est que affilié un jour, affilié toujours. Donc si vous avez un jour payé des cotisations sociales, il est très difficile, a priori, de sortir du régime d'affiliation pour les loueurs en meublé, même si on n'est pas dans le champ de ces... Si on n'est plus dans le champ, en fait. Si on n'est plus dans le champ d'application au regard des textes législatifs. Donc, vous allez voir en plus que ça va se traduire par des obligations déclaratives dont on va vous parler. On va en parler dans un instant. Dans un instant. Et en général, si vous faisiez un petit peu la sieste jusqu'ici, eh bien, vous allez d'un coup vous réveiller. Et je peux vous assurer que c'est vrai. Alors, où est-ce qu'on en est pour résumer? Parce qu'on n'a pas encore fini sur cette hausse de la CSG et sur les revenus et les impacts. Eh bien, vous allez vous apercevoir avec toute cette distinction, c'est qu'en 2025, vous avez des revenus du patrimoine, ils seront pour certains, quand on est à 17,2 ou à 18,6, avec une CSG déductible qui ne change pas en 2026 de 6,8. Et pour les revenus de 2026 qu'on déclarera en 2027, eh bien, vous aurez de la même manière des prélèvements sociaux, des revenus
avec des prélèvements sociaux de 17,2 ou de 18,6, sauf changement législatif l'année prochaine, sauf si on n'a pas encore une fois de loi de finances l'année prochaine à la même époque. En fait, pour les produits de placement, eh bien, c'est là où vous voyez la différence, c'est que les prélèvements sociaux sont uniquement de 17,2 et avec une CSG qui sera immédiatement déductible au titre de l'année 2025, alors qu'en 2026, on aura des revenus de placement qui seront soit à 17,2 et d'autres à 18,6 et avec une quote-part de CSG déductible qui n'a pas changé, qui restera également de 6,8. Mais il y a un autre sujet. Sujet toujours sur la CSG déductible, parce que dans certains cas, on le disait, 6,8 de CSG déductible, mais on a une règle qui s'applique, qui est le plafonnement de la CSG déductible, hein, qu'il faut avoir à l'esprit dans un certain nombre de cas, et notamment, il y a 2 cas qui sont visés. Oui. Alors, vous savez, quand vous avez des cessions de titres et que pour des titres acquis avant le 1er janvier 2018 et dès lors que vous êtes imposé au barème progressif de l'impôt, c'est-à-dire que vous avez opté pour le barème progressif de l'impôt, eh bien, vous avez des abattements soit renforcés, soit droit commun, soit droit commun renforcé et des parts à la retraite. Je l'avais oublié celui-là. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que la CSG déductible quand on est dans le cadre d'un départ à la retraite et dans le cas de l'abattement renforcé, elle n'est pas intégralement déductible. Elle est plafonnée. Et en plus, ce plafonnement, vous le supportez l'année suivante, comme disait Patrick, puisque les plus-values sur titre, c'est des revenus du patrimoine, dont la CSG déductible n'intervient que l'année suivante. Donc, lorsqu'il y a une étude à faire pour quelqu'un qui vend ses titres et quel est le gain en fonction des abattements, en fonction est-ce que je suis à la flat tax, est-ce que j'opte pour le barème, eh bien, il faut aussi intégrer la CSG déductible l'année suivante, mais en tenant compte du fait que la CSG est plafonnée au niveau de cette déductibilité. Le seul cas où la CSG n'est pas plafonnée, c'est lorsque la plus-value sur titre pour des titres acquis avant le 1er janvier 2018, je lui fais bénéficier de l'abattement de droit commun, qui est l'abattement qui s'applique au-delà de 6 années de détention, enfin qui conduit, au-delà de 8 ans de détention à un abattement de 65%. Voilà, donc attention, en fait, vous voyez, quand on commence à parler de prélèvements sociaux, ça a un impact en fonction de la nature de revenus, en fonction de la CSG déductible et toutes les problématiques qu'on peut avoir. Merci pour ces précisions sur ce sujet qui est quand même assez compliqué, hein, la CSG. Un petit mot, on voulait vous reparler pour essayer d'avoir les idées au clair aussi sur la franchise en base de TVA, parce qu'on en a tellement parlé l'année dernière qu'on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est. Vous vous souvenez effectivement que dans la dernière loi de finances, celle du 14 février 2025, on voulait avoir un seuil unique à 25 000 €. Et puis, la ministre avait dit on va suspendre la mesure, on va échanger avec l'écosystème et puis on va reporter en attendant la loi de finances pour 2026. Et puis, entre-temps, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais au mois de novembre, début novembre, il y a une loi qui a été adoptée à l'Assemblée et au Sénat par tous les groupes politiques. Hein. Tout le monde était d'accord pour l'adopter. Et en fait, pour annuler la réforme de la franchise en base qui était dans la loi de finances pour 2025. Donc en fait, on est revenu avec la loi du 3 novembre 2025 au dispositif antérieur, donc au seuil que vous voyez à l'écran, donc le seuil de droit commun, 85 000 € pour les ventes, 37 500 pour les prestations de services. Et ça, comme on annule la réforme de la loi de finances pour 2025, ça s'applique rétroactivement pour toute l'année 2025 et y compris pour les années qui suivent. Alors ça, c'était sans compter la volonté du gouvernement quand même de réformer la franchise en base. Et dans le projet de loi de finances, on nous a dit, bon, alors vous ne voulez pas des 25 000 €, ben, je vais vous mettre les 37 500 €. Bon, manque de chance, à l'Assemblée et au Sénat, personne n'en a voulu non plus de ce nouveau seuil. Donc, on espère que le projet de loi de finances qui sera soumis au 49.3 dans les prochains jours, on peut supposer que cette mesure va disparaître de la réforme de la franchise en base et donc on va vraiment rester sur les seuils fixés dans la loi du 3 novembre 2025. Oui, surtout que si au 3 novembre 2025, ils veulent tous rester aux anciens seuils, ils ne vont pas, dans les jours à venir, vouloir revenir à des nouveaux seuils. Mais bon, tout est possible. Tout est possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait depuis le 1er janvier 2026 ? Autrement dit, mes clients aujourd'hui, comment je sais si depuis le 1er janvier 2026, ils sont à la franchise en base de TVA ou pas ? Est-ce que sur les factures que j'établis depuis le 1er janvier 2026, je mets de la TVA ou pas ? Eh bien, je vais regarder mon seuil de chiffre d'affaires
d'affaires de l'année 2025 et mon seuil dit de droit commun. Et si pour les ventes et les fournitures de logement au titre de l'année 2025, je suis inférieur à 85 000 € ou 37 500 € pour les prestations de services, eh bien, je suis à la franchise en base de TVA de plein droit. Et si en plus, au cours de l'année, je dépasse les seuils majorés, eh bien, je serai à la TVA à compter du jour du dépassement. C'est les règles qui avaient changé, les règles de dépassement qui avaient changé il y a 3 ans et qu'on est censé appliquer depuis l'année dernière. Donc, si on prend un exemple très rapidement, pour un prestataire de service avec un chiffre d'affaires de 30 000 € en 2023, 35 000 en 2024, 38 000 en 2025, eh bien, en 2026, je suis censé regarder mon chiffre d'affaires de l'année 2025. Il est au-dessus du seuil de 37 500 €, eh bien, je suis depuis le 1er janvier 2026 à la TVA. Je dois établir des factures avec de la TVA. Alors, pourquoi est-ce que en 2025, il n'y avait pas de franchise en base de TVA? Eh bien, tout simplement parce que le seuil de chiffre d'affaires de 2024 était bien en dessous de 37 500 €. Et si en cours d'année, j'avais dépassé... En cours d'année 2025, j'avais dépassé, j'ai pas dépassé le seuil de droit le seuil majoré qui était 42 500, si je ne m'abuse. Eh bien, c'est pour ça que j'ai pu maintenir pour tout le long de l'année 2025 le bénéfice de la franchise en base. Je crois que c'est clair. Franchise en base. On regarde désormais uniquement ce qui s'est passé en N-1. Vous vous souvenez qu'avant, il fallait regarder N-1 et N-2, savoir si on avait franchi le seuil de droit commun et où le seuil majoré. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Je regarde N-1, je suis en 2026, donc je regarde que 2025. Le reste, je ne le regarde plus. Est-ce qu'en 2025, j'étais au-dessus ou en dessous du seuil de droit commun? J'étais au-dessus, comme dans l'exemple. Je ne suis plus éligible à la franchise, je suis de plein droit à la TVA. C'est uniquement si je suis en dessous du seuil que je suis en franchise et que je peux maintenir la franchise si au cours de l'exercice, je ne franchis pas le seuil majoré. Mais c'est tout. Donc on fait bien la distinction entre régime de la franchise en base et régime micro, parce que régime micro, je rappelle, pour apprécier les seuils du micro, là on continue à regarder sur les 2 années précédentes. C'est alternatif. Plus pour la franchise en base. Alors justement, on a souhaité, puisque quand vous êtes du fait de la franchise en base, souvent vous avez des personnes qui font de la location meublée qui, du fait de l'avoir fait de la para-hôtellerie, avec toutes les règles qui ont pu changer au fil du temps, se retrouvent à devoir de la TVA, mais comme ils sont à la franchise, eh ben, ils n'en ont pas. Et donc aujourd'hui, il faut bien faire attention et à ne pas confondre les seuils pour la franchise en base de TVA et les seuils pour le micro. Et le micro, notamment pour les loueurs en meublé, pourquoi on a souhaité vous en parler ici? Eh bien, tout simplement parce que les seuils de chiffre d'affaires retenus pour le micro, c'est 15 000 € désormais avec un abattement de 30%. Vous allez, en général, on me rétorque, mais Olga, mes clients, c'est pas ceux qui sont au micro, c'est ceux qui sont au réel. Oui, mais ce qui va s'avérer, c'est que depuis l'imposition des revenus 2025, eh bien, si vous avez des contribuables qui en 2023 et 2024, puisque là on est en régime micro, il faut aller regarder ce qui s'est passé les 2 années précédentes, eh bien, si en 2023 et 2024, ils ont dépassé les 15 000 € pour les revenus de l'année 2025, ils sont de plein droit au réel. Et ils vont peut-être découvrir qu'ils doivent faire une liasse. Et donc, ça voudra dire qu'ils vont arriver peut-être chez vous en vous disant, eh bien, il me faut de l'aide. Pour voir ce qu'il en est. Et bien entendu, en revanche, pour tout ce qui est meublé de tourisme classé, location de chambre d'hôte et autres locations meublées, eh bien le seuil, lui, reste à 77 700 € avec un abattement de 50%. Donc voilà, c'était vraiment... Alors, je reviens un petit peu en arrière parce que je viens de me souvenir quelque chose que j'ai dit ce matin et qu'en matière de TVA, n'oubliez pas, pour 2027, au 1er janvier 2027, le régime simplifié de TVA, la CA12, vos CA12, ça disparaît, sauf contre-ordre législatif. C'est déjà dans la loi pour 2027, plus de CA12. 2026, c'est la dernière année d'application du régime simplifié d'imposition à la TVA. Donc on fera les dernières CA12 l'année prochaine, en mai 2027. Voilà. Et maintenant... On va passer en fait à un régime trimestriel réel, pour faire court. Voilà. C'est ça. Il n'y aura plus de régime forfaitaire.